Prendre place. Merci. Il est l'heure de démarrer largement. Bien, prenez le temps de finir de vous asseoir, je vous en prie, bonsoir. Alors, j'ai tout d'abord quelques excuses à vous faire de la part de certains absents. Emmanuel Angelini qui a donné procuration à Denis Cancard. Voilà. Johan Taris qui est en voyage d'études aux États-Unis, aux frais d'ailleurs de nos amis américains, et qui fera un petit tour par Glenelg, notre ville jumelle, en fin de séjour. Il est arrivé la nuit dernière, si j'ai bien compris. Procuration à Bérengère Dupin, de la part de Johan Taris. Bernadette Hirsch, procuration à Philippe Farjon. Géraldine Audebert, procuration à Daniel Chrétien. Sébastien Labatte, procuration à Didier Bladou. Nancy Traoré, procuration à Alain Marc. Gloria Quetglas, procuration à M. Fétou. Et je reçois à l'instant un petit mot de Pierre Catard qui a donné procuration à M. Marceron. Monsieur Marceron, vous avez une procuration de M. Catard? Non, ce n'est pas le cas. En tout cas, j'ai son document, donc ça me suffit qu'il vous donne procuration pour ce conseil. Madame Layan, vous avez vous-même Monsieur Brocaire arrive ou... J'ai procuration pour Pascal Brocaire. Très bien, c'est ça, d'accord, parfait. Allez-y, Monsieur Marceron, vous avez la parole. Non, c'était juste pour vous dire. D'accord. À qui là? Ok. Très bien. S'il le veut bien et si vous l'acceptez, nous pourrions demander à M. Philippe Valmier d'être secrétaire de séance. Aucun problème. Auquel cas, je lui transmets le micro sans problème. Très bien. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, nous allons procéder à l'appel pour fixer le tableau de présence. Patrick Bobet. Présent. Bernard Junca. Présent. Emmanuel Angelini, excusez, procuration. Dominique Vincent. Présent. Virginie Monnier. Présent. Johan Taris, excusez, procuration. Odile Leclerc. Présent. Denis Cancard. Présent. Bérengère Dupin. Présent. Gwenaëlle Lamarque. Présent. Bénédicte Salin. Présent. Monique Soulin. Présent. Daniel Chrétien. Présent. Philippe Valmier, présent. Françoise Cossec. Présent. Alain Marc. Présent. Agnès Fossé. Présent. Sandrine Jovenet. Présent. Thierry Valex. Présent. Didier Bladou. Présent. Philippe Farjon. Présent. Bernadette Hirschweil, excusez, procuration. Nathalie Soares. Présent. Nancy Traoré, excusez, procuration. Sébastien Labatte, excusez, procuration. Géraldine Audebert, excusez, procuration. Émilie Messeron-Cazenave. Gloria Quetglas, excusez, procuration. Grégoire Rédy. Présent. Maël Fétou. Présent. Pierre Catard. Procuration. Procuration. Pascal Brocaire. Procuration aussi. Claire Layan. Présente. Présente. Jean-Bernard Masseron. Présent. Et Patrick Alvarez. Présent. Merci. Donc, Monsieur le maire, nous pouvons commencer l'ordre du jour en cherchant l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal précédente. Du 7 juin en l'occurrence. Mes chers collègues, est-ce que ce document appelle de votre part des remarques, des demandes de modification, d'ajout ou de retrait? Ce n'est pas le cas. Nous prononçons. Abstention? Non. Vote contre? Non. Vote pour? Unanime. Merci mes chers collègues. Nous allons passer à la communication des décisions du maire prises en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT. Merci monsieur le secrétaire. Simplement sur ces décisions prises, il n'y a pas grand-chose. Peut-être simplement, bon, je vois le développement durable, ça n'appelle pas de commentaires. Jeunesse, à mon avis, pas plus. Marché public, peut-être une explication. Ce versement de redevance forfaitaire d'un montant de 260 000 € par Elior, qui est notre fournisseur. Si vous êtes à vous interroger sur cette somme et pourquoi, sachez que jusqu'à présent, nous étions à hauteur de 160 000 € de manière forfaitaire.
En revanche, nous avions en plus, donc 100 000 euros de garantie, et en revanche, nous avions en plus 0,65 € par repas livré à l'extérieur. Ce qui, selon les années, faisait une subvention, en fait, une redevance, qui s'étalait entre 180 et 300 000 euros. Nous avons revu ça avec notre concessionnaire, avec Elior. Nous avons considéré que, gestion de bon père de famille, il valait mieux que l'on s'assure d'une garantie à hauteur de 260 000 euros, ce qui est un joli chiffre, c'est 100 000 euros de plus qu'auparavant, et de prendre le risque de ne pas gagner plus, ce qui est arrivé une fois dans les années précédentes, mais une seule fois, on était plutôt en dessous. Et finalement, donc, on va plutôt proposer cette redevance forfaitaire de 260 000 euros. Et nous aurons tout de même, dans la mesure où on peut parfois dépasser certains chiffres, une redevance de 0,30 €, alors que c'était 0,65 € auparavant, 0,30 € par repas livré à l'extérieur, autre que les clients extérieurs qui sont précités dans la note que vous avez sous les yeux. Donc, si notre concessionnaire gagne d'autres marchés, il nous redonnerait 0,30 € par repas livré sur ces autres marchés-là. Mais on est au moins sûr, en termes de garantie, d'avoir 100 000 euros de plus que les années précédentes de manière forfaitaire. Voilà l'explication que je voulais vous donner. Pour le reste, que ce soit en culture, pôle senior, finance, ressources humaines, il n'y a pas de choses bien particulières, à moins que vous ayez des questions, bien sûr, à me poser, et j'y répondrai volontiers. Je vous interroge, mes chers collègues. Ça n'est pas le cas, vous n'avez pas de... Ah, pardon, Madame Layan, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Je souhaiterais avoir des précisions sur la décision numéro 106. En quoi consiste la révision des tarifs des spectacles? Alors en fait, nous devons systématiquement l'inscrire, mais il n'y a pas de révision de tarifs. En réalité, il y a deux choses un peu nouvelles. Nous avons acté de manière très précise un partenariat avec la ville d'Arcachon qui veut que les abonnés d'Arcachon bénéficient de nos tarifs d'abonnés. Et bien sûr, vice-versa, nos abonnés bouscatés bénéficient des tarifs d'abonnés systématiquement à Arcachon. Ça a été inscrit, ça avait été dit, plus ou moins mis en place, mais pas vraiment décidé, c'est le cas maintenant. Et la deuxième décision, il n'y a pas de tarif exceptionnel. Vous savez, quand on a vraiment des têtes d'affiche assez extraordinaires, il y a un tarif spécial au titre d'exceptionnel. Il n'y en a pas cette année. Nous avons considéré que dans cette période de crise, que ce soit Josiane Balasco, Francis Perrin, Marc Lavoine et j'en oublie, ne méritaient pas, si j'ose dire, d'avoir des tarifs exceptionnels, et donc les bouscatés en tireront un grand bénéfice, j'espère. Voilà, donc c'était la raison pour laquelle nous devons l'inscrire et prendre une décision officielle, mais voilà, en fait, la décision, c'est qu'il n'y a pas de décision réelle. Voilà, si je puis faire court. Merci pour votre question. Pas d'autres questions, mes chers collègues? Voilà, vous le savez, c'est une information de ma part, donc il n'y a pas de vote là-dessus, mais ne vous gênez pas, si ces questions vous titillent un peu, n'hésitez pas à nous questionner, nous sommes là pour y répondre, bien évidemment. Monsieur le secrétaire. Concernant donc les ressources humaines dans l'ordre du jour, conditions d'occupation des logements de fonction, rapporteur Virginie Monnier. Monsieur le maire, chers collègues, il appartient au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance, en raison des contraintes liées à leur fonction. Le nouveau régime des logements de fonction prévoit désormais l'obligation pour les bénéficiaires de supporter les charges afférentes au logement. Les logements au Bouscat n'étant pas équipés de compteurs individuels, il est proposé de calculer la part de charge qui sera supportée par les agents logés selon un ratio évalué conformément aux estimations de l'ADEME sur la consommation moyenne d'un logement. Il faut distinguer les logements de fonction attribués afin d'assurer les permanences et astreintes qui relèvent de la concession par nécessité absolue de service. Il s'agit ici de l'Ermitage. Cela concerne 3 logements, 3 agents qui auront à payer les charges de ces logements, mais bénéficieront de la gratuité de la redevance. D'autre part, nous distinguons les logements de fonction répondant à des besoins de service et qui concernent les logements avec convention d'occupation précaire contre astreinte, ce qui correspond à des agents occupant des postes au niveau des écoles, des installations sportives et au niveau du pôle technique, l'électricité, la voirie et les parcs. Cela concerne 10 logements qui auront à payer donc la redevance mensuelle qui correspond à 50% de la valeur locative estimée, ainsi que les flux. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les conditions d'attribution pour les nouvelles concessions
et ce, applicable au 1er janvier 2017, d'approuver le principe de facturation forfaitaire des charges, tel que défini ci-dessus, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à la mise à disposition de ces logements, et d'autre part dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget chapitre 12. Très bien, merci Madame le rapporteur. Comme vous l'avez compris, c'est une décision qui ne nous appartient pas, nous sommes obligés de nous y plier, si j'ose dire. Nous avons quand même pris le temps pour répondre à ce décret, puisqu'il date du 9 mai 2012, ça nous a quand même laissé le temps d'expliquer aux agents concernés ce qui allait se passer, de prendre vraiment le temps de la réflexion, de leur expliquer surtout comment on allait faire ces calculs, et qu'ils aient tout à fait le temps de se retourner, d'anticiper ces nouvelles sommes qui sont quand même relativement modestes, malgré tout, par mois. Et elles seront applicables au 1er janvier 2017. C'est ça. Donc ça leur laisse encore quelques mois pour s'y préparer. Voilà le commentaire que je souhaitais faire avant de vous donner la parole, mes chers collègues. Avez-vous des demandes de précision sur ce qui est proposé? Ce n'est pas le cas. Tout ce qui vous semble très clair, c'est qu'on nous sommes vus en réunion vendredi avec nos amis de l'opposition. On a pu parler de ça tout à fait ouvertement et facilement. Il n'y a pas de difficulté, tout le monde est bien d'accord. Et surtout, les agents sont tout à fait d'accord, ont bien compris tout ça. Donc il n'y a pas de difficulté. Nous prononçons donc, mes chers collègues, pas d'abstention, vote contre, ça n'est pas le cas, vote pour, unanime, merci bien. Concernant la culture, le renouvellement de la convention avec le collège Jean Moulin, classe à horaire aménagé musique, autrement dit CHAM, rapporteur Dominique Vincent. Problème. J'aimerais bien lui donner la parole, M. Vincent, mais j'arrive pas. Voilà. Ah oui, là, ça y est, il est en rougi, c'est bien. Bien, Monsieur le maire, mes chers collègues, vous savez que nous avons la chance d'avoir une classe CHAM, ou des classes CHAM, puisque ça va de la 5e à la 3e, sur notre collège Jean Moulin. Ces classes CHAM tournent autour d'une convention avec l'Éducation nationale, ce qui permet aux jeunes volontaires d'avoir des heures d'éducation, de formation, voire de perfectionnement au niveau de la musique. Pour cela, nous nous appuyons sur l'école de musique du Bousquin, ainsi que les professeurs qui travaillent donc sur ce site. Il y a peut-être un mot qui vous a interpellé, c'est-à-dire au niveau de la sélection. La sélection, c'est une sélection, je vais dire, qui est logique. Tout simplement, tous ces jeunes qui souhaitent sont reçus par un jury de 3 personnes, dont le directeur de l'école de musique, et nous essayons de voir et de trouver la motivation qu'ils ont pour venir dans ces classes CHAM. Car parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, ce sont les parents qui ont des intentions à la place des enfants, alors que ces jeunes n'ont pas forcément envie de venir dans des classes CHAM. C'est la seule sélection qui peut se faire, c'est à ce niveau-là. Il n'y en a pas d'autre. Un enfant qui n'a jamais fait de musique peut effectivement s'inscrire dans une classe CHAM, découvrir. La deuxième particularité intéressante et reconnue par l'Éducation nationale, c'est que ces jeunes, bien évidemment, poursuivent tout naturellement à l'école de musique. Ils y mettent un pied par les CHAM et tout naturellement, nous les retrouvons inscrits à l'école de musique, d'où effectivement cette facturation qui s'appuie bien évidemment sur la grille que l'on nous demande d'appliquer au niveau de la caisse d'allocation familiale, à savoir de 63 € l'an à 250 € l'an. Voilà, vous voyez, c'est très large. Et il est bien évident que si jamais il y a une famille, un jeune qui a des difficultés pour payer même ces 63 €, vous savez qu'on trouve toujours la solution pour que tout le monde puisse participer et qu'il n'y ait pas une rupture financière interdisant l'accès. Voilà comment fonctionne cette classe CHAM. Pour la première fois, ça a été passé en conseil d'administration du collège le 30 juin. Ce texte a été lu et voté à l'unanimité. Au sein de ce conseil d'administration, bien sûr, il y a l'administration, il y a les différents représentants des professeurs, mais également il y a tous les représentants de parents d'élèves, et ils ont voté en trouvant que c'était une bonne chose, puisque nous sommes la seule commune au niveau de la métropole à posséder une classe CHAM.
Donc, je ne vais pas vous lire, sauf si vous le souhaitez, mais je ne vais pas vous lire la totalité de la Convention, car vous l'avez lu aussi bien que moi. Je vais tout simplement vous demander, vu les différentes délibérations qu'il y a pu y avoir, vu les différentes dispositions votées au sein du ministère concerné, de la préfecture et de l'éducation nationale, je vais vous demander tout simplement de donner la possibilité à monsieur le maire, vu l'article 1, de l'autoriser de signer, voire son représentant, la convention avec le collège Jean Moulin, dire que les recettes seront inscrites au budget chapitre 70. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Je voulais, monsieur l'adjoint l'a évoqué, revenir un peu sur l'article 2 de la Convention qui fait donc état des jurys et de la manière de sélectionner les enfants. Je voulais poser la question en préparation. Justement, j'aurais souhaité avoir la composition sociologique des enfants qui fréquentent ce dispositif. Et puisque nous sommes sur l'école de musique, je voudrais vous dire que je participerai au comité de rédaction et de réflexion sur le Castel d'Andort, et je trouve que la voie dans laquelle on mène ce débat est intéressante. Je suis moi aussi pour la vocation privilégiant la pratique culturelle dans le Castel d'Andort, puisque c'est en rapport avec l'école de musique, privilégiant le spectacle vivant et ouvert à tous, et notamment à ceux qui sont le plus éloignés des milieux culturels. Merci mon cher collègue de poser cette question, et je crois que j'y ai répondu également, dans la mesure où il n'y a pas de problème d'argent financier, puisque s'il y avait une famille en grande difficulté, on trouverait la solution pour les 63 €. Je ne vais pas vous dire d'où ils viennent, parce que je vais cristalliser sur des quartiers de la commune. Je peux vous dire véritablement que nos quartiers dits défavorisés sont réellement représentés au niveau des classes CHAM. Je ne vais pas donner le nom des résidences appelées cités dans ce jargon, mais ces jeunes-là sont représentés et nous en faisons une fierté, car finalement ça leur permet de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas et de mettre un pied vers la culture, alors que l'on pense toujours que la culture c'est pour les autres, alors que c'est pour eux aussi. C'est ce que nous essayons de faire, ainsi que le directeur de l'école de musique et ma collègue absente aujourd'hui, Manuel Angelini. Alors, si vous voulez bien, je vais compléter la question de M. Alvarez, puisque ces recrutements est fait en 6e, et ces jeunes sont censés rester les 4 années successives, donc on enrichit comme ça sur les 4 années notre nombre d'élèves. Est-ce qu'il y a un décrochage de la part de ces jeunes plus que d'autres, par exemple? Salué. Le pourcentage qui nous a été donné par le principal, c'est moins de 2%. Et c'est pour des raisons tout autres, où l'enfant se sent mal parce qu'il s'est trompé, et là il faut savoir aussi l'écouter, continuer à l'encourager pour qu'il persiste et qu'il essaie de ne pas baisser les bras du jour au lendemain. Mais quand on sent réellement que le jeune n'est pas bien là où il est, il faut effectivement lui donner raison, si j'ose dire, mais c'est très très peu, ils veulent tous rester. La seule chose, c'est qu'en cours d'année, certains voudraient rentrer, ce qui est impossible, puisque tout cela est codifié par l'éducation nationale, et l'on ne peut commencer qu'une année scolaire que sur une inscription précise, sur une classe appelée CHAM, et non pas, voilà. Donc il y a très très peu d'enfants. Par contre, je ne voudrais pas me tromper, mais je crois que c'est 70 à 75% de jeunes qui restent à l'école de musique après, pour aller vers un instrument. Là, à 5% près, je crois que je suis dans le... Merci. Bernard Junquin. Oui. Monsieur le maire, chers collègues, pour rejoindre la préoccupation de Patrick Alvarez, c'est vrai que l'important, c'est que véritablement, sociologiquement, toutes les couches de la population puisse avoir cet accès. Je ne pense pas que, et Dominique Vincent l'a bien démontré, je ne pense pas que le frein soit un frein financier. On a vu qu'il y avait des solutions. En revanche, le frein culturel existe. On sait que les enfants qui apprennent la musique, proportionnellement, sont plus nombreux dans des foyers où il y a déjà, je dirais, une atmosphère mélomane qui règne, où les parents eux-mêmes. Donc c'est ça qu'il faudrait essayer de combattre et de résoudre. Mais là, le chantier est beaucoup plus important, moins simple. Mais je suis d'accord avec toi.
Merci. Vous avez demandé la parole, monsieur Alvarez. Oui, au-delà des quartiers, effectivement, c'était ceux qui pratiquaient déjà de la musique et qui avaient accès à ces classes, et ceux qui, effectivement, ne pratiquent pas et qui auraient peut-être plus intérêt à pratiquer. Et donc, la sélection, je pense que sociologiquement, les enfants qui pratiquent déjà de la musique ont plus de facilité pour intégrer ces dispositifs. C'était dans ce sens-là plutôt que quartier par quartier. Oui, le jury juge surtout sur la motivation des jeunes. Et là, j'ai les chiffres sous les yeux. Sur une cinquantaine de jeunes qui ont été pris dans la CHAM, il n'y a finalement que 14 qui ont abandonné. Alors, je dis bien que 14 parce qu'il y a des déménagements. Ils rentrent dans ceux qui sont arrêtés, bien sûr. Hein. Et puis de la 6e à la 4e, à la 3e, pardon, incluse. Bon, c'est bien. Que 14 sur 50, c'est pas mal. En termes d'abandon, c'est pas beaucoup. Effectivement. Donc la motivation est bien l'élément majeur de la sélection elle-même. Hein, parce que sélection, il y a, on est bien d'accord. Mais sur des critères qui sont largement avouables. Monsieur le maire, enfin, il n'est pas là pour l'entendre, mais ici, ce que je pense de son travail, nous avons la chance dans ce collège d'avoir un très très bon professeur de musique, à plein temps. Ce qui veut dire que l'éducation musicale est donnée aussi à tout ce collège, et de façon qualitative, avec chorale, etc., etc. Donc c'est un plus sur la commune que l'on doit dire, parce que ce n'est pas partout pareil. C'est vrai, c'est un plus de plus. On a beaucoup de plus, tant mieux. Mes chers collègues, nous nous prononçons. Abstention, ça n'est pas le cas. Vote contre, non plus. Vote pour, unanime. Merci bien. Troisième point de l'ordre du jour concernant l'éducation. Mise à jour du règlement intérieur des accueils de loisirs sans hébergement périscolaire et extrascolaire et des temps éducatifs municipaux. Rapporteur Dominique Vincent. Alors, Bien, monsieur le maire, mes chers collègues, 3 points rapides. Le premier est important. Tout simplement, il relève d'une concertation que nous avons pu avoir avec les parents d'élèves concernant le financement des rythmes scolaires tout au long de l'année. La plupart de ces familles nous reprochaient, à juste titre d'ailleurs, que le financement était annualisé. Et quoi que fasse l'enfant, c'était annualisé, il devait donc payer la somme du point. Nous les avons écoutés, nous avons essayé de voir comment l'on pouvait effectivement trouver une solution. Là, nous sommes sur une annualisation, mais une facturation au trimestre. Ce qui veut dire que si au 2e trimestre, par exemple, l'enfant ne souhaite plus continuer, eh bien, il peut arrêter. Et bien évidemment, ça ne sera pas facturé. Ou s'il ne veut pas venir au premier, il pourra commencer au second, et etc., etc. Donc c'est une souplesse qui est quand même intéressante, et j'espère que ça donnera satisfaction à toutes celles et tous ceux qui nous l'ont demandé tout au long de l'année, lors des réunions, les conseils d'école, etc., etc. La deuxième chose, c'est au niveau de la garderie et de la fratrie. Là aussi, vous connaissez les difficultés que l'on peut rencontrer pour confectionner l'ensemble des écoles et des classes. Par rapport à la démographie, il y a des vagues sur le haut. Là, on est dans une période un peu creuse actuellement, donc nous avons réparti sur l'ensemble de nos écoles, nos élèves, nos jeunes, pour éviter de fermer les classes. Se posait le problème de la fratrie où un enfant pouvait se trouver à un endroit et le plus petit à un autre. Pour faciliter et donner cette possibilité aux familles, nous leur donnons la possibilité d'avoir 15 minutes gratuites de garderie pour qu'ils puissent faire cette petite navette, car notre commune n'est quand même pas trop grande, on peut traverser facilement la commune. Ils laissent le premier gratuitement au centre de loisirs, enfin au périscolaire, et amènent le second. Ça se faisait de façon non officielle, là nous l'officialisons si vous le souhaitez, mes chers collègues, aujourd'hui. Et le troisième point, je crois que nous avons pris de temps avant de trancher dans le vif du sujet, mais finalement il faut le faire, parce que l'on ne peut pas cautionner certaines indisciplines. Je crois que notre service, enfin j'en suis persuadé, que le service fait le maximum pour être auprès des familles, quitte à les appeler au téléphone pour leur demander ce qu'ils ont à faire, les dossiers qu'ils ont à remplir, etc., etc. Et malgré cela, nous avons des familles qui ne se déplacent même pas, qui ne donnent pas les documents qu'on leur demande, c'est-à-dire tout simplement leurs revenus pour appliquer la tarification souhaitée par la CAF. Nous continuerons à les appeler
mais pas 3 fois comme d'habitude, une seule fois. S'ils ne se déplacent pas, nous appliquerons le tarif maximum jusqu'à ce qu'ils viennent porter des documents. Car je crois que notre administration ne peut pas effectivement continuer à faire presque du porte-à-porte pour porter des documents comme c'est pratiquement aujourd'hui. Voilà. Nous avons réfléchi. Je veux que moi, le premier, monsieur le maire, n'était pas forcément d'emblée comme ça. Mais arrive un moment, l'indiscipline, certes, mais il faut savoir jusqu'où. Voilà, mes chers collègues, ce que je vais vous soumettre, dont vous, le Code général des collectivités territoriales, il demandait au conseil municipal de bien vouloir, article 1, approuver les termes du règlement intérieur si annexé, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le dit règlement et tout document utile dans ce dossier. Je réponds, si vous voulez, à des questions. Alors, c'est bien la question. Y a-t-il des questions? Pas de questions, mes chers collègues, c'est assez simple. Je crois que M. Vincent a parfaitement expliqué les petites modifications et les précisions qui nous ont conduit à proposer ceci. Abstention? Ce n'est pas le cas. Vote contre? Ça n'est pas le cas. Vote pour? Merci, mes chers collègues. Il faut suivre, mes chers collègues, un peu. Hein. Merci. Tu es un enfant en bas âge. 4e point de l'ordre du jour concernant les associations. Mise en œuvre d'un schéma territorial de l'animation locale. Restitution de l'étude relative à l'accompagnement. Préconisation. Rapporteur Bénédicte Salin. Monsieur le maire, c'est bon ? Monsieur le maire, mesdames et messieurs, mes chers collègues, comme vous le savez, on a souvent eu l'occasion d'en parler en conseil municipal, une première convention territoriale globale, qui est un accord entre la Caisse d'allocation familiale et la ville, a été signée pour une période de 2010 à 2014. Lors de cette première CTG, des besoins en animation locale ont évolué, qui ont conféré à 3 associations le statut d'espace de vie sociale, soit Ricochet, l'AFB et la Boussole. Au cours des travaux préparatoires à la seconde CTG en 2015, il a été mis en avant un axe de travail, parmi les 5 proposés, un axe de travail prioritaire qui est l'animation locale, afin de favoriser le mieux vivre ensemble en prenant en compte appui sur la diversité des quartiers. Il a été mis en avant la volonté des signataires de la CTG et des partenaires de disposer d'une vision globale du territoire, parce que les choses ont évolué et du coup on avait besoin de voir plus clair. Et il a été décidé de mandater une étude par un cabinet artisan conseil qui a été décidé au comité de pilotage de la CTG afin d'effectuer cette étude, cofinancée à parité entre la ville et la CAF. Cette étude a duré 5 mois, de janvier à mai dernier. Il est important de dire que c'était une réflexion collective intégrant des comités de pilotage, des comités techniques, des CA participatifs des associations concernées et qui a abouti à des propositions. Je crois qu'on peut travailler sur le PowerPoint. Voilà, donc le contexte de la mission, des enjeux importants qui sont confirmés, c'est-à-dire que la ville a été maintenue dans son quartier prioritaire pour le quartier de la BCD EFG prioritairement, et le constat d'une demande sociale et de lien social de plus en plus forte sur l'ensemble du territoire bouscaté. Comme je vous le disais, la ville a souhaité être accompagnée pour mettre en place ce schéma territorial d'animation locale avec 2 finalités importantes. La première, c'est d'adapter l'offre existante aux besoins identifiés sur le territoire qui ont évolué entre la première et la seconde CTG, mais très important surtout d'optimiser l'organisation et la gouvernance actuelle. Alors, Artisan Conseil, cofinancé par la ville et la CAF, pour un montant d'études de 15 000 €, soit 7 500 € chaque partenaire, a abouti à 3 scénarios en matière d'organisation de l'animation sociale locale. Je vous rappelle donc, comme je vous le disais, que 3 associations sont agréées EVS par la CAF, Espace de vie sociale.
La première, c'est l'AFB Boussole. Comme vous le savez, c'est une épicerie solidaire qui rayonne sur l'ensemble de la ville, auprès d'une population spécifique, qui a ses locaux actuellement rue Bonahous et qui va déménager. Les travaux sont en cours dans l'ancienne médiathèque, juste derrière chez nous, là, à la fin de l'été. Le deuxième espace de vie sociale, c'est l'association l'ABCD-EFG. Pour information, elle compte 161 familles, environ 400 personnes. L'AFB, j'ai oublié de vous le dire, mais 480 adhérents depuis son ouverture et 185 familles aujourd'hui. Je crois que c'est important d'avoir quelques chiffres en tête. La BCDEFG qui rayonne sur le quartier prioritaire en proposant un panel d'activités et d'événements d'envergure. Tout le monde connaît le succès de la marche enchantée de l'association au mois de décembre. Le troisième espace de vie sociale, Ricochet, qui à ce jour compte 422 adhérents et qui, cette association, rayonne essentiellement sur le quartier est du Bouscat avec sa ludothèque et de nombreuses autres activités familiales touchant un large public famille. On peut citer aussi l'événement phare de Ricochet qui est Villageux. La quatrième association qui a fait l'objet de l'étude par Artisan Conseil, qui n'est pas, c'est vrai, un espace de vie sociale, mais qui a un rôle très important dans la ville de par sa compétence spécifique sur l'accompagnement des jeunes de 12 à 17 ans, et l'association JLN, qui à ce jour compte 154 adhérents, et qui, depuis les années 2000, la signature du contrat enfance-jeunesse, avait un objet social très précis, donc de s'occuper essentiellement des jeunes de 12 à 17 ans. Dans l'existant, il est important quand même de noter aussi, qui a vu le jour depuis la première CTG, l'ouverture de la Maison de la vie associative au sein de la Source, qui traduit la politique locale de soutien aux associations et bénévoles, qui est quand même une grande nouveauté depuis la première CTG. Pour votre information, et j'en ai parlé déjà un petit peu, mais pour bien visualiser les choses sur le Bouscat, on peut voir sur cette diapo les zones d'influence des trois principales associations, à savoir la BCDEFG en jaune, donc sur le cadran, donc on voit bien nord-ouest de la ville, l'AFB au milieu en rouge, mais bien sûr qui est situé au centre de la ville, mais avec quand même un rayonnement plus large de par la spécificité des populations qu'elle touche bien évidemment. Et Ricochet en bleu à droite, donc sur le quartier nord-est de la ville. On peut voir en haut de la diapo qu'un territoire se partage la compétence des deux associations, la BCDEFG et Ricochet, le quartier Achuré en jaune et bleu, aux zones Les Écus, qui mérite une attention particulière aujourd'hui, ainsi que le quartier, lorsque l'étude a été faite et que les personnes ont été interrogées dans les quartiers qui n'étaient pas sous la compétence spécifique et directe des trois associations citées, c'est le quartier Barrière du Médoc et Jean Moulin, qui, même si c'est peut-être d'une population moins en attente, moins demandeuse d'activités spécifiques, et quand même en attente et en demande d'animation locale, donc quelque chose à réfléchir dans la nouvelle structuration qu'on va vous proposer. Alors, les axes d'amélioration, compte tenu donc des réflexions qui ont été faites par Artisan Conseil, on pouvait noter des doublons dans les activités et les thématiques proposées par les 4 associations. Notamment, je parlais tout à l'heure de la compétence spécifique des jeunes de 12 à 17 ans, qui au départ, depuis les années 2000, dépendait essentiellement de l'association JNL, mais tout ça a évolué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les autres associations concernées par l'étude, on peut le voir très, très fermement, s'occupent aussi de cette population de 12 à 17 ans. Parfois, le manque de visibilité de l'offre de services, la nécessité de renforcer la communication et la coordination entre les structures, qui malgré tout, même si ça peut être amélioré, aujourd'hui, dans les faits, travaillent vraiment en lien et en synergie. De grandes mutualisations régulières, beaucoup de choses qui se font entre associations, mais qui peuvent être structurées encore davantage. La recherche d'une meilleure efficacité et d'une efficience optimale dans la conduite de l'animation sociale,
Le nerf de la guerre, la recherche de moyens financiers supplémentaires face à une demande sociale croissante. C'est normal, les activités explosent, les énergies sont là, les idées fusent. Forcément, il faut des moyens supplémentaires, financiers essentiellement, mais humains également. Le repérage d'une offre de services perfectible au sud de la commune, on l'a dit, avec les quartiers qui étaient en blanc tout à l'heure dans la slide précédente. Et surtout, le souhait de la municipalité d'améliorer la réponse apportée aux besoins, notamment ceux des jeunes bouscatés. Je peux rajouter quand même qu'on n'a pas noté sur cette slide, mais qui est vraiment en filigrane, c'est la nécessité d'optimiser les gouvernances et le maillage de territoire. Mais tout ça est très transversal, ça apparaît dans les réflexions déjà faites. Parmi les conclusions de Artisan Conseil, une première hypothèse qui n'a pas été retenue pour la nouvelle structuration, c'est une hypothèse un peu technique, c'est un établissement public administratif spécialisé, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait restructurer donc l'animation locale, et plusieurs scénarios étaient possibles pour cette structuration, mais l'établissement public administratif, qui certes peut être une piste intéressante lorsque sur un territoire, on n'a pas des associations très impliquées, avec des CA très concernés, avec un engagement bénévole poussif, on peut penser que ça peut être un axe intéressant d'avoir la mairie ou la commune qui gère par le biais d'un établissement public administratif cette animation locale. On le dit bien, c'est noté, en cas de perte ou fragilisation d'une dynamique associative forte sur le Bouscat ou des difficultés d'organisation du service. Ça n'est pas le cas. On a la chance d'avoir des associations très investies, avec, donc je vous dis, un bénévolat très important, des CA très participatifs avec des gens très engagés et des gouvernances et des directions très dynamiques. Du coup, de fait, ce choix de l'établissement public administratif a été tout de suite éliminé. 3 scénarios autres ont été donc proposés avec en constante... avec en tête constant le maillage du territoire et le pilotage et la permanence et la performance territoriale. Dans ces 3 scénarios, une constante néanmoins, c'est le rapprochement de ces 2 associations importantes, l'ABCD EFG et de JLN. En préambule, je vous ai expliqué pourquoi, donc l'évolution de l'objet social, de l'objet social non, mais l'évolution en fait des compétences des autres associations, et la nécessité d'optimiser les réponses sur le quartier nord-ouest et aux zones les écus notamment. Donc dans les 3 scénarios dont je vais vous parler, cette constante, qu'on l'ait bien en tête, c'est le rapprochement l'ABCD, EFG et JLN. Dans le premier scénario, on garde l'existant, c'est-à-dire les 3 espaces de vie sociaux comme c'est aujourd'hui. Ce qui est un peu dommage, parce que si on a fait une réflexion et une étude, on se rend compte qu'il y a des pistes d'évolution importantes, et ce n'était pas pour arriver à la conclusion qu'il fallait rester, sauf au rapprochement l'ABCD et JLN, à l'identique. Le deuxième scénario fait la proposition, toujours, je le rappelle, l'ABCD, EFG et JLN, mais nouveauté, sous la forme d'un centre social, en gardant les 2 autres associations sous la forme d'espaces de vie sociale. Le 3e scénario, lui, est le scénario qui a finalement eu l'aval de toutes les instances de réflexion, COPIL, COPIL-CTG, COTEC, CA au sein de chacune des associations, réunion de Monsieur le maire avec les présidents des associations. Ce scénario-là, finalement, c'est un scénario auquel, au départ, on n'aurait peut-être pas pensé, mais qui s'est avéré, qui s'est révélé comme étant, en définitive, le plus cohérent par rapport à l'évolution nécessaire du territoire et de l'animation locale. Ce 3e scénario, rapprochement l'ABCD, EFG, JLN, sous la forme d'un centre social, comme dans le scénario 2, mais ricochet qui, lui, évolue d'un espace de vie sociale vers un centre social. Je dois dire qu'en fait, cette association, finalement, sous couvert d'un statut juridique d'espace de vie sociale,
aujourd'hui même, sans avoir encore migré, effectue les missions d'un centre social, mais sans en avoir ni les moyens humains, ni les moyens financiers. Et quant à l'AFB, donc Épicerie Solidaire, elle retourne à son objet, à son projet initial, c'est-à-dire celui de Épicerie Solidaire. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue technique, la caisse d'allocation familiale ne peut pas avoir sur un même territoire 2 centres sociaux et un espace de vie sociale. Peut bien avoir 3 espaces de vie sociaux, 2e scénario, 2 espaces de vie sociaux, un centre social, mais pas 2 centres sociaux et un espace de vie sociale. D'où, 3e scénario, 2 centres sociaux et un espace de vie, et l'AFB qui récupère donc son objet initial. Avec néanmoins des liens importants entre la source, on l'a dit tout à l'heure, qui est cette nouveauté depuis la première CTG, et Ricochet pour les actions communes avec le centre, et l'animation Marceau-Tivoli. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Non, une chose importante que je ne vous ai pas dite, c'est que, en plus de ce projet de nouvelle structuration, j'ai parlé du déménagement de l'AFB. Je n'ai pas encore parlé du déménagement de Ricochet, qui n'est pas demain, mais ça va arriver très vite, puisqu'il est prévu en 2019 sur le square d'Annstatt, mais dans un projet plus global. C'est un projet qui intègre une écrocrèche, le déménagement du RAM, relais d'assistante maternelle, ainsi que le déménagement du lieu accueil parents-enfants, le LAP. Voilà, qui est une structure avec des mutualisations prévues et sur ce nouveau quartier, donc avec une zone d'influence un peu moins décentrée par rapport au territoire bouscaté, mais qui se ressente par rapport à la zone d'influence qu'on imagine demain qu'elle aura évidemment. 2 impacts très importants sur ces nouveaux scénarios. Le premier, l'impact économique, et le deuxième, l'impact humain, en ressources humaines. L'impact économique. Alors, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, la BCD, EFG et JLN ont des apports financiers très importants de la caisse d'allocation familiale et du département. Si on fait le total des deux, on voit bien qu'avec ce scénario 3, l'impact économique, c'est de la caisse d'allocation familiale plus 51 000 euros de supplémentaires pour le nouveau centre social, la BCD, EFG, JLN. Quant au département, pour cette nouvelle structure, c'est plus 11 500 euros, puisqu'on passe de 7 000 plus 1 500, 8 500 à 20 000. Quant à Ricochet, très fort impact financier supplémentaire également, puisque la caisse d'allocation familiale aujourd'hui donne environ 32 000 euros à Ricochet, et demain 94 000 euros, soit 62 000 euros et des poussières supplémentaires. Et le conseil départemental passe de 4 500 euros à 20 000 euros, soit 15 000 euros de plus, ce qui fait un total supplémentaire pour l'association Ricochet de pratiquement 78 000 euros. Et pour la nouvelle structure, la BCD, EFG, JLN, 62 000 euros. Quand même très important. Soit un total pour les 2 structures, si on additionne les deux, de pratiquement 140 000 euros. Très important pour des financements supplémentaires des investisseurs institutionnels. Sachant que, là on parle des investissements extérieurs, la ville conservera son montant de financement de subvention pour les associations concernées, mais permettra une ventilation différente dans la mesure où certaines associations seront davantage aidées, mais par contre l'AFB perdant son statut d'espace de vie sociale et donc les financements CAF, ça permettra à la ville de jouer les vases communicants et d'aider davantage qu'elle le fait aujourd'hui l'épicerie solidaire. Quant à l'impact RH du scénario 3, l'AFB reste à l'identique, 2 salariés, 2 salariés. La BCD, EFG, JLN, en cumulé, 4 plus 4 égale 8 salariés, mais avec une redéfinition de leur mission dans la mesure où un centre social exige des compétences spécifiques, dont un chargé d'accueil, dont un demi-comptable, dont un référent famille, mais en termes
de nombre de salariés, on additionne les deux. 4 plus 4 égale 8. Quant à Ricochet, qui aujourd'hui a 3 salariés, demain, en centre social, Ricochet passera à 6 salariés, donc soit x3, puisque le règlement, je viens de vous le dire, du centre social exige donc un chargé d'accueil, un comptable à 50%, qui peut être mutualisé, j'avoue, avec la BCD, pourquoi pas, et un référent famille. Voilà. Quant au calendrier prévisionnel, je vous ai dit, les conseils d'administration donc, ont défini les axes prioritaires de travail par territoire, la sécurisation du scénario retenu, ça c'est fait, la consolidation du partenariat avec la source et la demande d'année de préfiguration du centre social auprès de la CAF. Ça, c'est le travail à faire d'ici la fin du second semestre 2016. J'insiste sur le fait que toutes les instances de réflexion ont validé ce 3e scénario, à commencer par les CA, puisque M. le maire avait vraiment laissé libre les associations concernées dans leur réflexion, et les CA des 4 associations concernées ont validé leur choix d'aller dans ce scénario 3. 2017, évidemment, structuration et transition juridique et économique des structures, consolidation du partenariat avec la source. Le premier point, structuration et transition juridique et économique des structures, est quand même un gros point, surtout pour la nouvelle association, le nouveau rapprochement des associations, la BCD, EFG et JLN, puisqu'il faut réécrire le projet associatif, il faut redéfinir l'organisation, il faut redéfinir comment ça va se passer dans les 2 locaux, puisqu'il y a 2 locaux, certains donc dans le quartier prioritaire et d'autres dans le parc de la Chêneraie. Donc c'est un gros travail compliqué quand même, qui va nécessiter l'accompagnement, un accompagnement extérieur, parce que c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir un accompagnement extérieur. Et 2018, mise en œuvre du nouveau schéma. Voilà, donc un gros projet. Le comité de pilotage de la CTG réuni en séance le 24 juin a également confirmé ces orientations et le principe d'un accompagnement donc à la fusion de la BCD et JLN. Compte tenu de toute cette présentation, il est demandé au conseil municipal, premièrement, donc, de prendre acte du schéma territorial de l'animation sociale locale tel qu'il est issu de l'étude confiée au cabinet Artisan Conseil. Article 2. De prendre acte des avis favorables au scénario 3 formulé par le comité de pilotage de l'étude, celui de la CTG, les CA des associations AFB, Boussole, JLN, la BCD et Ricochet. Et article 3, de décider de l'accompagnement en partenariat avec la CAF et le département de la Gironde, de la fusion-absorption des associations JLN et la BCD-EFG, ainsi que celui relatif aux demandes d'agrément des centres sociaux pour une effectivité du schéma territorial de l'animation locale du Bouscat au 1er janvier 2019. Si vous avez des questions, peut-être un peu compliquées, un peu techniques, mais nécessaires à une bonne dynamique toujours constante et renouvelée de l'animation locale du Bouscat, évidemment, je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci beaucoup de cette présentation d'un dossier très important parce qu'il va modifier profondément notre animation sociale locale dans les années qui viennent, donc en 2018 pour être très précis. Quelques commentaires si vous m'autorisez avant de vous proposer de prendre la parole. Tout d'abord, moi j'ai été frappé par le compte-rendu de cette structure Artisan Conseil qu'on a rencontré à plusieurs reprises, mais surtout vers la fin de leurs travaux, qui nous ont vraiment dit à quel point le Bouscat avait de la chance d'avoir de telles associations aussi compétentes, aussi dévouées. Alors je suis désolé parce qu'elles nous écoutent et tant pis pour vous, vous allez avoir des compliments, ça sera bien fait pour vous, vous n'avez qu'à pas venir, mais à quel point ils étaient étonnés d'avoir une telle compétence dans nos associations, très professionnelles et très à l'écoute. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de faire des enquêtes dans un tas de villes en Gironde et vraiment elles ont voulu nous le dire, marquer de manière très profonde. C'est tellement vrai que je vous invite à regarder la page 56, le nombre d'heures que ces associations fournissent à la ville. 300 000 heures dans l'année. 300 000 heures. Alors certes, le calcul, il faut le comprendre. Quand par exemple une association fait une manifestation qui dure 2 heures et qui a 50 personnes, ça fait 100 heures.
On multiplie et le nombre d'heures et le nombre de participants. Donc évidemment, ça peut donner des chiffres importants. Mais tout de même, 300 000 heures dévolues au Bouscaté. Donc je voulais quand même le redire. Ça a beaucoup étonné nos artisans conseils, je peux les appeler comme ça, parce qu'ils ont trouvé que c'était quand même assez épatant et tout à fait inattendu. Et deuxièmement, et c'est tout à leur honneur également, on marquait de manière très forte la modestie, pour ne pas dire d'être humble vraiment, de ces associations qui véritablement n'ont pas grossi les chiffres parce qu'ils ont pu les contrôler très facilement, n'ont pas du tout grossi les chiffres, ne les ont pas amplifiés de telle manière de faire croire que ce n'était pas du tout le cas, bien au contraire, ils nous ont clairement dit que les chiffres qu'ils nous donnaient étaient plutôt en deçà de la réalité. Donc je voulais quand même le dire haut et fort que le Bouscat a vraiment beaucoup de chance d'avoir de tels assos à son service. Deux commentaires très vite et je vais vous passer la parole ensuite, après ce préalable. JLN s'occupe quand même encore beaucoup de jeunesse. Il ne faudrait pas penser que JLN s'est fait tondre la laine sur le dos, très loin s'en faut, puisque vous avez à la page 57 la répartition de la thématique jeunesse, et JLN couvre encore 58% de ce service. Donc c'est quand même pas zéro, c'est 58%. Il faut que les choses soient tout de même dites de manière très claire. Pour ceux qui pourraient être étonnés aussi, inquiets peut-être, d'une association qui est l'AFB, la Boussole EPC Solidaire, qui du coup va perdre son statut de VS et au passage perdre des subventions conséquentes. Je propose que la ville conserve la même subvention générale sur ces assos, et vous avez le chiffre très précis à la page 60, où il est bien inscrit que la ville donne 265 000 €. Il faut par honnêteté intellectuelle enlever les 60 000 € que la CAF nous rétribue au titre de la CTG, ce qui fait quand même 203 000 € très précisément que la ville offre à ces associations. Nous allons donc bien sûr rester sur ce chiffre. Et les économies potentielles, l'économie certes il y aura, que nous ferons avec les deux autres centres sociaux, puisque la CAF va s'investir beaucoup plus, le département également, seront entièrement reversés sur l'AFB, la Boussole. Donc voilà, pour la ville, ça sera une opération blanche, mais effectivement pour les assos, ça sera une belle opération d'aide très très conséquente par la CAF et le département, pour le bien-être, bien sûr, des Bouscatés. Voilà les petits commentaires que je voulais m'autoriser à vous faire avant de vous donner la parole, mes chers collègues. Monsieur Alvarez, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire. D'abord pour souligner le travail important qui est mené au sein du comité de pilotage de la CTG, mais qui, pour moi, en tant qu'élu, est un travail important de défrichage et qui ne vaut absolument pas validation. Dans le dossier, il est dit que toutes les instances seront validées. Je vous l'indiquais d'ailleurs le 24 juin dernier, je réserverai mes observations au conseil municipal, donc ce soir, sur la mise en œuvre du schéma territorial de l'animation locale. Alors le dossier que vous soumettez à notre examen recèle un grand nombre d'éléments éclairants, à la fois sur les données socio-démographiques de notre commune et sur la réalité de l'animation sociale existante au Bouscat. Alors de ce point de vue, j'adresse mes félicitations, timide mais sincère, pour le travail effectué par le prestataire Artisan Conseil, bien que je ne montre assez peu d'appétence pour les études des organismes privés qui envahissent notre littérature administrative et dont bien souvent les services communaux sont à même de produire de semblables résultats. Alors entrons dans l'examen du dossier. Alors, le cœur de cette délibération repose sur votre volonté, à la lumière donc de cette étude, de mettre en œuvre un schéma territorial de l'animation locale qui réponde mieux aux besoins des citoyens bouscatés. Dans ce cadre, le document nous permet de disposer d'éléments solides, vous les avez plus ou moins présentés, d'analyse, sur le travail effectué par nos associations, du moins celles qui apparaissent dans l'étude, tout particulièrement donc les associations disposant d'un statut d'espace de vie sociale. De plus, l'étude nous renseigne utilement sur les thématiques et les activités mises en œuvre par les différentes structures. Alors, vous nous proposez ainsi, grâce à l'aimable complicité de ce rapport, 3 scénarios. La consolidation donc, des agréments EVS et la mutualisation JLN, la BC2FG, qui est écartée, c'était le premier scénario. La consolidation des agréments espaces de vie sociale pour Ricochet et la Boussole, et un centre social qui regrouperait donc l'association, la BC2FG et JLN. Et le 3e scénario, qui a fait donc l'objet d'un choix prioritaire, les 2 centres sociaux Ricochet, fusion donc l'ABCD, EFG, JLN et l'abandon de l'agrément EVS donc pour la Boussole. Alors vous optez
avec l'assentiment quasi général, ça a été dit, le comité de pilotage dans sa très grande majorité, les conseils d'administration des différentes associations, donc pour ce troisième scénario. Création donc de 2 centres sociaux et abandon de l'agrément EVS. À ce stade, plusieurs interrogations se font jour, notamment la lecture du dossier que vous soumettez à notre examen. Alors, l'argument financier semble occuper une place non négligeable dans cette décision. La page 102 du document, d'ailleurs, offre un éclairage intéressant, puisque le budget de fonctionnement des structures passe de 656 596 € à 730 500 €, et surtout, la participation globale des partenaires, comme cela a été indiqué, grimpe de 177 448 € à 300 500 €, avec la création de 4 emplois salariés et le passage en équivalent temps plein de 12 à 15,5. Dont acte, et c'est un élément très important de choix. Cependant, si l'on croise les données financières du dossier, on a un peu de mal à s'y retrouver. Je me réfère là aux pages 60 et 61 du document. Alors vous avez un montant global de subventions par structure des différents partenaires, la mairie bien sûr, l'État, la CAF, le conseil départemental et bien d'autres, qui est de 447 536 €. C'est un chiffre qu'on retrouve aux pages 61, au montant global des subventions par structure. Donc par différence, si le budget est de 650 000 €, nous pouvons disposer donc de 209 060 € qui sont les ressources propres de ces associations qui viennent abonder donc les budgets des associations pour obtenir leur budget global. Alors quid de ce chiffre que l'on retrouve page 102 de 177 448 € qui forment la base du scénario 3 que je n'ai absolument pas pu retrouver. Alors je suppose que ce sont les partenaires hors mairie, mais alors vos chiffres ne collent pas, et comme disait Martine Aubry, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Alors première question. Alors deuxième interrogation. J'attends quelques précisions. À la lecture du rapport final présenté par nos conseillers artisans, il apparaît que le schéma proposé entrerait en vigueur en 2018, ça a été dit. Or, dans la délibération, il est bien dit que ce schéma va rentrer en vigueur en 2019. Alors on va voter ce soir sur une date, il faut être assez précis. D'ailleurs, le document, et Madame la conseillère municipale nous disait, l'adjointe, pardon, nous disait que, et le document revenait, donc c'était un schéma qui se mettait en place de 2018 à 2022. La délibération dit qu'il prendra effet le 1er janvier 2019. Voilà. Troisième interrogation, alors on peut déplorer le verbiage qui accompagne l'analyse de l'intérêt du choix d'un centre social. Le verbiage et le français malmené, la syntaxe, page 69, on a des titres un peu grotesques, mais l'étude qui est menée dans ce document sur la création d'un centre social sous forme d'établissement public administratif nous amène une nouvelle fois à défendre le service public. Alors, on va passer sur les références un peu dépassées, justement, concernant les articles du Code général des collectivités territoriales qui sont fournis dans la note. C'est en page 71. Mais je ne résiste pas aux quelques morceaux de bravoure qui figurent page 72 dans le tableau comparatif. Alors, le financement majoritairement public est présenté comme une difficulté pour la création d'un établissement public administratif. Alors, c'est une difficulté majeure, mais par contre, c'est une réalité indépassable de la politique d'animation dans beaucoup de villes, et notamment au Bouscat. Aujourd'hui même, ce financement public est de plus de 300 000 € au public stricto sensu, et si on ajoute les 113 836 € versés par la CAF, alors certes, la CAF c'est un organisme de droit privé à compétence territoriale, mais qui relève d'une vraie mission de service public. On a déjà un financement majoritairement public. Alors on ne peut que sourire.
La note nous indique, toujours page 72, les risques, alors là c'est le grand morceau de bravoure, les risques de fragilisation de l'engagement bénévole dans le cadre d'une gestion publique. Voilà. Alors, c'est bien mal connaître la réalité bouscataise, puisque vous nous avez vanté, monsieur le maire, l'engagement des bénévoles dans le cadre de la création de la médiathèque, la source, par ailleurs, lieu ressource reconnu pour l'animation sociale de notre commune à travers la maison de la vie associative. Alors ce qui est bon pour la médiathèque devient un danger absolu pour les centres sociaux sous forme d'établissements publics administratifs. Alors ma question est donc simple, mais la réponse a été donnée. Je pense que vous vous acheminez vers la création de centres sociaux sous forme associative et non pas sous forme d'établissements publics administratifs. Les arguments que vous avez présentés ne me convainquent absolument pas. Enfin, des questions sur, ça a été plus ou moins répondu, mais je voudrais des réponses plus précises sur le logement et l'affectation des locaux des différentes associations dans le cadre de ce schéma. Bon, le schéma territorial d'animation participe, à n'en pas douter, non seulement à l'animation de notre ville, mais plus encore au développement indispensable du lien social. Alors que les actions d'accompagnement social ne représentent que 14% des actions d'animation. Et l'association l'ABCDEFG occupant 77% de ce créneau, je forme le vœu pour la mise en œuvre d'un schéma territorial de l'animation locale qui réponde toujours mieux aux besoins des bouscatés. Alors ce schéma s'appuiera sur le travail, vous l'avez dit, remarquable des associations de notre ville, avec le soutien des acteurs publics et la commune au cœur de ce dispositif. J'attends les réponses donc que vous ne manquerez pas de m'apporter, mais très honnêtement, je suis défavorable à la création de centres sociaux sous forme associative. J'aurais préféré que ces centres sociaux soient créés sous forme d'établissements publics administratifs. J'attends vos réponses pour apporter mon vote à cette délibération. Merci. Ça fait plaisir de voir que des élus quand même travaillent les dossiers aussi profondément, parce que c'est capital. C'est vrai qu'il en va de l'animation locale, sociale de notre ville. Et moi, je suis heureux de voir que beaucoup d'élus se passionnent pour ce milieu associatif qui apporte un bienfait immense à notre commune. Je vais peut-être laisser d'abord Bénédicte Salin vous répondre. Et puis si je considère de manière très égoïste qu'elle n'a pas tout, prétentieuse, qu'elle n'a pas tout dit, je m'autorise à compléter. Alors je laisse notre adjointe vous répondre d'abord. Qui est conseiller municipal, comme nous tous ici, vous avez raison, nous sommes d'abord des conseillers municipaux, et moi le premier, et ensuite nous devenons adjoints ou maire, pourquoi pas, mais nous sommes des conseillers municipaux. Donc il n'y a pas d'erreur de nous appeler tous conseillers municipaux, et moi le premier. Merci, Madame Salin. Moi, c'est surtout sur la structuration des nouvelles entités, établissements publics administratifs ou centres sociaux associatifs. J'avoue que, je l'ai dit et je le redis, comme on a la chance, et vous l'avez signalé aussi, Monsieur Alvarez, d'avoir des associations aussi dynamiques, investies, qui font la richesse de notre animation locale. Il nous semblait quand même un peu dommage de reprendre sous notre coupe, je vois que vous partagez pas mon avis, mais sous notre coupe, ces missions. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, que c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir ces bénévoles investis, cette dynamique, ça fuse des idées nouvelles, c'est une chance. Et il est dit, c'est vrai, dans les notes, que quand on n'a pas sur un territoire ces compétences, qu'à ce moment-là, on les récupère au niveau de la commune. Oui, mais là, je trouve que ce serait peut-être un petit peu dommage de ne pas s'appuyer comme... Enfin, on a un travail très partenarial, on échange en permanence, et je trouve que c'est quand même une richesse grande à saisir et à développer. Vous aviez une question sur les locaux, je crois. Alors les locaux, je ne sais pas très bien quelle était votre question sur les futurs locaux. L'ABCDEFG et JLN, oui, c'est ça surtout. Alors le projet reste à construire, puisque évidemment c'est un travail à mener, puisque ces deux associations n'en feront plus qu'une. Aujourd'hui, elles ont des locaux, l'ABCDEFG dans le quartier prioritaire de la ville et JLN, donc la Chêneraie. Le projet doit se réfléchir. Les CA ont déjà commencé à travailler ensemble. Alors aujourd'hui, JLN, essentiellement les jeunes, demain continuera évidemment à s'occuper des jeunes. Les locaux de la BCDEFG sont ce qu'ils sont aujourd'hui.
étroits. Ils peuvent peut-être un peu être agrandis sur la cour de l'association. Néanmoins, il faudra travailler à savoir comment ils peuvent jouer sur les deux espaces. Pour exemple, je crois que c'est Aizine, on a un centre social qui s'appelle Les Échos, qui a 4 points d'ancrage, et ça fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Franchement, il faut qu'on travaille ensemble, et avec l'accompagnement qu'on va mettre en place pour nous aider. Voilà, aujourd'hui je ne peux pas répondre à ça. Ricochet, je vous ai dit, donc vont déménager à échéance 2019. L'AFB aussi. Donc sur les locaux JLN, la BCD, c'est encore à construire, à réfléchir. Parole sur les subventions. Merci Bénédicte. Peut-être. Ah oui, Madame Lagarde, allez-y, je conclurai après. Allez-y. Oui, monsieur le maire. Non, je voulais simplement dire que nous allons voter pour cette délibération. Pardon. Nous pensons que cette réorganisation, voire cette rationalisation de l'activité des associations est une excellente chose. Simplement, nous permettons de souligner l'importance de l'accompagnement qui est repris dans l'article 3, et l'accompagnement à mettre en œuvre lors de la période de transition, qui sera certainement un peu compliqué pour les associations. Et l'exposé était très clair. Merci. Merci beaucoup de vos remarques. Alors c'est vrai que Bénédicte Salin a beaucoup travaillé. On a quand même été aidé par un bureau d'études solide. N'en déplace à M. Alvarez, c'est du privé, certes, mais parfois le privé fait bien les choses, parfois. Je ne dis pas que c'est toujours, mais parfois ça arrive. Et là, en l'occurrence, on a eu des personnes très investies et très au fait de ce que l'on a demandé. Alors, quelques commentaires peut-être, tout d'abord pour... Il n'y a pas de loup, M. Alvarez, hein, on est bien sur 2018, hein, ça sera bien au 1er janvier 2018, c'est une erreur dans la présentation. Il n'y a pas de loup dans les chiffres non plus, parce que vous oubliez simplement, quand on additionne les chiffres des partenaires, la CAF, importante, le département, la ville, je vous dis, on resterait à cette hauteur de 200 000 euros pour ces structures-là. Vous oubliez tous les autres petits chiffres que sont le mécénat, c'est pas neutre pour certaines assos qui travaillent beaucoup avec le mécénat, les cotisations, elles sont importantes, les participations aux animations aux sorties qui sont tout aussi importantes, des activités spécifiques aussi, les assos se démènent pour répondre à des concours, répondre à des appels d'offres, des mises en concurrence, elles répondent et elles sont rémunérées pour ceci, parfois c'est en nature, c'est une cuisine par-ci, une cuisine complète, hein, une cuisine équipée, hein, je ne ferai pas de publicité pour une marque, mais vous imaginez laquelle, voilà, et toutes ces choses-là sont incluses bien sûr dans le budget qui vous est présenté, et ça arrive à faire des sommes très conséquentes. D'où la différence que vous ne trouvez pas, parce qu'il faut aller piocher dans chaque association, aller chercher ligne par ligne, chapitre par chapitre, c'est quand même assez complexe. Mais les sommes sont là, hein, de manière très très simple. Pour répondre à votre question sur le fait que nous n'ayons pas choisi un EPA, établissement public administratif, bon, moi j'ai considéré qu'on avait des assos qui fonctionnaient très bien, et je me suis dit comment vont-elles ressentir le fait que la mairie donne l'impression de vouloir s'immiscer dans leur fonctionnement, de leur imposer certaines orientations politiques, sociales, tout ce que l'on veut. Nous avons considéré vraiment qu'il était de bon ton de laisser les assos fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'on va leur laisser faire tout ce qu'elles veulent. Bien sûr que non, elles sont devant nous, donc je leur dis les yeux dans les yeux. Il y aura des conseils d'administration, les élus y seront présents, parce que c'est notre place. Nous devons aussi impulser la politique sociale, l'animation locale de la ville. C'est notre boulot, c'est notre place, mais c'est aussi leur travail, puisqu'elles le font très bien depuis plus de 15 ans maintenant, de mettre en musique ce que nous leur demandons de faire, avec leur liberté d'exécution, de compréhension des choses, et le feeling qui leur est tout à fait qui est le leur. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tellement vrai que quand nous avons réuni d'abord, sur un plan plutôt politique, la décision, nous l'avons d'abord prise entre élus, c'est-à-dire les élus municipaux et les élus, donc les présidents des associations. Donc nous étions entre élus et nous avons présenté ces 3 scénarios. Il a été unanime, et ce n'est pas la majorité qualifiée ou absolue, c'est l'unanimité absolue en l'occurrence qui s'est faite autour de ce 3e scénario, et ce n'est qu'après que les conseils d'administration de chaque structure s'est réunis et a confirmé la décision politique, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire des élus, de faire ce choix du 3e scénario.
voilà comment les choses se sont passées de manière très transparente. Donc il n'y a pas de loose ou quoi que ce soit, je vous le répète, aussi bien en termes financiers qu'en termes de décision. Les locaux, Bénédicte vous a parfaitement répondu, le financement, je crois vous avoir dit ce qui manquait dans l'inscription de tout ceci, et vous rappelez que la ville restera à la même hauteur de participation. Il n'est pas question que la ville fasse, qu'il y ait un effet d'aubaine pour la ville en se disant la CAF et le département finance, nous on se retire, pas du tout, nous restons à la même hauteur, ce qui fait qu'effectivement en ratio on n'est plus à la même hauteur, mais en chiffre absolu nous sommes à la même hauteur de 203 000 €. Il n'est pas question de baisser cette aide. Voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Mais nous sommes prêts à y revenir parce que le sujet en vaut la peine. Non, mais enfin, vous ne m'avez toujours pas convaincu sur la spécificité de l'établissement public, d'autant plus que l'établissement public, c'est une personne morale de droit public qui dispose d'une autonomie financière et administrative. Il y a un contrôle qui est exercé par la puissance publique, la collectivité, mais ce contrôle, il est normal, puisqu'à partir du moment où vous financez majoritairement, il n'est pas tout à fait anormal que ce contrôle s'exerce. Ce qui ne veut pas dire un contrôle sur les activités, je veux dire, politiques, entre guillemets, de l'association. Je pense qu'il est bon et sain que cela reste dans le giron public, puisque ce schéma territorial, c'est une vraie politique publique qui va s'appliquer sur le territoire de la commune. Et en tant que politique publique, je pense que dans le giron du droit public et de l'espace public, c'est plus sécure que dans le giron d'une association ou d'un privé. Écoutez, moi je crois qu'on travaille sur un principe de confiance. Ça a bien fonctionné depuis 15 ans et ça fonctionnera encore pendant 15 ans largement. Je ne suis pas inquiet du tout pour ça. Bon, c'est assez intéressant ce débat parce qu'on en vient vraiment à ce qui nous sépare peut-être le plus. Si c'est une chose qui peut nous séparer, c'est souvent celle-ci. Mais bon, tant que ça va, que dans ce domaine, il n'y aura pas de guerre entre nous et ça ne vaudrait pas la peine parce que pour moi, l'intérêt de tout ça, c'est l'intérêt des bouscatés, de la prise en charge que les familles trouveront auprès de ces assos, que les jeunes trouveront aussi auprès des assos et que les quartiers vont trouver. Donc moi je fais confiance, je crois qu'on s'appuie sur le passé qui a été parfaitement efficace. Donc nous continuons comme ça. J'ai vraiment eu l'impression que si nous sortions de cette habitude de confiance mutuelle, nous allions créer un climat peut-être non pas de défiance mais d'interrogation mutuelle. Et je crois que c'est pas bon. Ça me paraît plutôt délétère de créer ce genre de choses. Il n'y aurait pas d'histoire au Bouscat, je veux dire d'histoire au sens historique. Hein. On partirait de zéro. Vous auriez sûrement raison. Je crois que là on partirait sûrement sur des choses de cette nature en se disant comme ça on maîtrisera bien la situation. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Ça fait 15 ans que des assos, 4 assos en l'occurrence, depuis 15 ans font un travail remarquable. Elles l'ont parfaitement démontré. Moi, je crois qu'il faut continuer dans cette direction, mais avec une certaine surveillance de notre part. C'est évident. Nous serons comptables des deniers publics, comptables de ce qui se passera, et aussi comptables sur le plan politique. Encore une fois, au sens noble du terme. Voilà, mais je ne vous convaincrai pas, mais parce que je crois que sur cette articulation-là, public-privé, il y a quand même quelque chose qui nous sépare, et ma foi, il faut bien qu'un jour nos différences s'expriment. Et là-dessus, elles s'expriment totalement. Mais nous recherchons les mêmes choses, avec des chemins différents, mais nous recherchons la même chose qui est le bonheur, l'intérêt de nos concitoyens. Et ça, si ça nous réunit, c'est très bien. Et je sais que ça nous réunit. Mes chers collègues, d'autres remarques de votre part, d'autres demandes de précision? Madame Layan, on s'est tout dit. Parfait. Nous le prononçons. Abstention? Monsieur Alvarez, j'avais compris. Merci. Vote contre? Ça n'est pas le cas. Vote pour? Le reste de tout le conseil municipal. Merci beaucoup. C'était un dossier très important. Je crois qu'il fallait prendre le temps de s'expliquer les choses, de bien comprendre les choses. Et les assos qui sont en face de nous, j'espère, ont bien compris nos messages. Et maintenant, nous comptons sur vous, mesdames et messieurs. Voilà. Monsieur le secrétaire. Point numéro 5 de l'ordre du jour, l'urbanisme, patrimoine et environnement. Démarche contractuelle de co-développement, Bordeaux Métropole, Ville du Bouscat, avenant numéro 1, rapporteur Bernard Juncker. Oui, monsieur le maire, chers collègues, avant d'entamer la relation de ma délibération, je voudrais rassurer notre collègue Patrick Alvarez. Elle n'a pas été préparée par un cabinet privé et elle ne comporte à ma grande satisfaction aucune scorie syntaxique, orthographique ou sémantique. Voilà. Donc c'est déjà un bon préalable. Voilà. Vous vous souvenez que le 16 juillet 2015, nous avions entériné les termes du contrat de co-développement qui nous associe à la métropole pour la période 2015-2018. Vous connaissez la vocation de ces contrats qui est de favoriser les projets de territoire communaux et métropolitains. Ce sont vraiment des contrats de co-développement. Nous avons, de par l'article 6 de ces contrats, la possibilité d'en faire des adaptations. Il se trouve que certaines nécessités nous contraignent à vous proposer
justement de modifier les premiers choix que nous avions formulés. Vous vous souvenez sans doute que nous avions dévolu une somme et une priorité à la réhabilitation de l'avenue de Tivoli, qui pose aujourd'hui des problèmes d'accessibilité, de vitesse, etc. Compte tenu du fait que ce réaménagement de l'avenue de Tivoli doit être aujourd'hui différé en raison de l'arrivée du tramway qui va occasionner un dévoiement de la circulation principalement avenue des Innes, avenue Robert Schuman et surtout sur l'avenue de Tivoli, nous avons souhaité vous proposer de différer l'aménagement de cette voie. Le montant prévisionnel était d'1 million d'euros et nous proposons de différer cette fiche sur le prochain contrat, tout en maintenant dans le présent contrat la révision du niveau et en révisant le niveau d'engagement, la poursuite de l'avant-projet et la levée des prélèvements fonciers qui sont quand même des éléments relativement lourds des dossiers qui, on l'espère, pourront nous permettre après d'aller vite vers l'action. C'est le souhait de tous les riverains de l'avenue de Tivoli. Nous y substituons une nouvelle fiche, le réaménagement du carrefour Blum-les-Écus, avec d'ailleurs des causalités relativement proches. On estime que les changements de sens de circulation dans l'avenue de la Libération et la route du Médoc vont occasionner des délestages en amont. On l'estime, on le souhaite aussi, pour désengorger certaines voies. Et il est confirmé par les études que l'axe rue des Écus, pour rejoindre ensuite Tivoli ou peut-être Victor Hugo, va être de plus en plus sollicité. Donc on propose la réalisation en contrepartie de la fiche 19 que nous venons de rappeler, d'un carrefour giratoire, un carrefour relativement important, de forme oblongue, nous disait tout à l'heure notre collègue Denis Cancard, à l'intersection des rues Blum et les Écus, de façon à fluidifier le trafic que nous évoquions. Le montant prévisionnel de ces travaux, que nous souhaitons substituer donc à la première fiche action, est de 550 000 €. Enfin, dans un projet que vous avez eu l'occasion de connaître, parce que nous l'avons évoqué ici, et puis en réunion publique, il a fait l'objet de nombreuses présentations. Il s'agit de l'aménagement de la friche ferroviaire Ravzy-la-Vache. Il ne s'agit pas là de modifier le montant financier, qui reste le même, 150 000 € étalés sur les 3 exercices 15, 16 et 17, mais simplement de modifier le portage de l'opération, puisque la maîtrise d'ouvrage de cette opération devait être au préalable assurée par les communes de Bruges et de Bouscat, et il nous semble plus intéressant, sur un plan de l'efficacité globale et peut-être aussi des enjeux financiers, que ce soit la métropole qui devienne maître d'ouvrage de ce projet, qui est un projet, vous le savez, emblématique et qui génère des réactions très très favorables dans notre population et au-delà, puisqu'il va nous permettre, outre l'aspect promenade, de modifier aussi cette séparation qui existe entre le quartier de la Providence et le quartier Jean Jaurès, et puis aussi sur le plan de la mobilité, d'avoir une bretelle de plus de 3 km qui va permettre en toute sécurité aux cyclistes de pouvoir décrocher depuis la route du Médoc pour regagner la place Ravzy. Voilà, donc c'est un projet auquel nous croyons beaucoup, et c'est finalement intéressant que les malheurs de l'avenue de Tivoli fassent le bonheur de la friche ferroviaire Ravzy-la-Vache, sur le plan du portage en tout cas. Merci beaucoup. Monsieur Alvarez. Oui, monsieur le maire. Alors c'est un dossier politique, technique et à la fois politique. Alors sur le volet technique, les adaptations au contrat de co-développement ne me posent pas de problème, du moins pour les 2 premières propositions. Sur la fiche action numéro 7, l'aménagement de la friche ferroviaire Ravzy-la-Vache, la commune transfère la maîtrise d'ouvrage de l'opération au profit donc de Bordeaux Métropole, un nouveau transfert qui vient traduire, alors celui-là n'est pas très, très grave ni important, mais qui vient traduire l'affaiblissement du niveau d'intervention communale. Alors la meilleure illustration de cet affaiblissement est le nombre de dossiers qui sont désormais soumis à l'examen de notre conseil municipal, un nombre qui se réduit comme peau de chagrin. Alors, je voudrais revenir, profitant de cette délibération, sur le bilan après 6 mois de mise en œuvre des transferts de compétences et de personnel à Bordeaux Métropole. Alors, comment s'exécutent les contrats d'engagement avec Bordeaux Métropole ? Les procédures d'exécution administrative sont-elles simplifiées ? Les personnels transférés sont-ils consultés sur leurs conditions de travail?
À la lumière d'ailleurs d'une étude toute récente, là, du 7 juillet 2016 de France Stratégie, l'organisme de réflexion et d'expertise rattaché au Premier ministre, il apparaît que les inégalités territoriales qui se sont considérablement accentuées entre 2000 et 2013 devraient s'accroître à nouveau et plus fortement avec les pouvoirs dévolus aux régions, et c'est inscrit, et aux métropoles. Alors, dans ce cadre, il apparaît de plus en plus évident que le rôle centralisateur des élus et de l'élite administrative de Bordeaux Métropole tend à se substituer au pouvoir des élus communaux de base. Alors, ayant approuvé le contrat de co-développement le 7 juillet 2015, je voterai pour la délibération qui nous est soumise, mais avec les remarques que je vous ai faites, et en attendant les votes en tant que vice-président de Bordeaux Métropole et participant à ce vaste mouvement de concentration des pouvoirs au sein de la métropole et de désaffection des pouvoirs au sein des communes. Merci de vos remarques. Alors, vous avez raison, les conseils municipaux sont un peu plus légers, on va utiliser ce terme, que les précédents, que les années précédentes en tout cas, pour deux raisons majeures. La première, vous l'avez évoqué, c'est vrai que la métropolisation, la mutualisation des services fait que beaucoup de décisions ne se prennent plus ici, mais à la métropole. La seconde raison, c'est que nous avons, et je le dis très clairement, décidé de déléguer au maire certaines décisions, et c'est la raison pour laquelle j'insiste bien en début de conseil sur toutes les décisions prises par le maire. Ne vous privez pas de questions, ne vous privez pas d'interrogations sur ce qui vous paraît curieux, sur les informations que vous n'auriez pas eues de manière suffisamment tôt ni complète. Je suis vraiment là pour vous y répondre. C'est une manière pour nous d'aller plus vite et d'être plus efficace, mais il faut aussi que l'expression démocratique se fasse, et les questions méritent d'être posées et les réponses surtout d'être apportées. Ça, je voudrais vraiment que vous l'entendiez bien. Encore une fois, ces débuts de conseil ne passons pas trop vite ces délibérations, ces décisions, pardon, mais je vous laisse tout le loisir de m'interroger de manière à pouvoir vous répondre et que la démocratie existe tout de même. Vous évoquez les contrats d'engagement avec la métropole. Ils sont suivis, ils ont été rédigés de manière extrêmement précise. Les choses sont quand même bien écrites et bien formalisées. Ils se poursuivent, ils sont contrôlés. Nous avons régulièrement entre les chefs de service, notamment notre directeur général des services et les autres, et de la métropole, des rendez-vous réguliers qui permettent de bien contrôler tout ceci. Je vous rappelle la double hiérarchie, elle n'a pas bougé. Et il y a l'autorité hiérarchique du président de la métropole et l'autorité fonctionnelle du maire de chaque ville. C'est quand même les maires, les mairies, les conseils municipaux qui décident, qui prennent des décisions, c'est nous continuons de les prendre. L'exécution appartient à la métropole. Effectivement, c'est en ce sens que le président de la métropole a donc cette autorité hiérarchique. Je n'ai pas à me mêler de ce qui se passe au niveau de ressources humaines ou autres dans la métropole. En revanche, nous devons, nous collectivement, conseil municipal, apporter nos décisions et nos préférences dans tout ce qui se passe. Et si on a des critiques à émettre, nous le faisons et on ne se gêne pas. Nous avons des réunions au pôle territorial, ce qu'on appelle la conférence des communes, c'est un nom toujours un peu pompeux, mais enfin c'est très français, ça au moins c'est tout à fait français, et il n'y a pas de faute là-dessous, régulièrement, tous les 2 mois pratiquement, pour faire le point de tout ceci. Voilà ce que je voulais vous répondre sur ce plan-là, je crois que c'était vos questions principales. Je n'ai pas oublié, monsieur le premier adjoint. Une remarque de détail, parce que j'ai compris que ma délibération était un cheval de Troie pour Patrick Alvarez pour qu'il puisse parler de la métropolisation. Simplement pour le rassurer sur le dossier présent en tout cas, je crois que là l'autorité fonctionnelle est tout à fait respectée. Les 2 maires sont d'accord et sont à l'initiative du projet. Je crois qu'on a tout à gagner que la métropole soit maître d'ouvrage, parce que entre la direction des infrastructures, celle de la nature également, il me semble que, je ne voulais pas le dire de façon trop transparente, mais que sur le plan du financement et des moyens, nous avons quand même beaucoup de choses à y gagner sur ce plan-là. Et pour être tout à fait complet, quand on a un partenaire en face qui s'appelle SNCF, c'est peut-être préférable de s'appeler métropole que ville du Bouscat. En termes de poids, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, tout ceci fait que je ne crois pas que l'on se trompe en faisant comme ça. Vraiment pas. Et pour tout vous dire, ce dossier sera présenté à la prochaine conférence des communes, au pôle territorial ouest, qui se passera peut-être au Bouscat, parce que c'est nous qui recevrons, et j'ai la responsabilité d'animer cette réunion et de la préparer. Donc nous allons mettre à l'ordre du jour comme étant le point principal de cette conférence des communes. Nous devons tout de même voter, chers collègues, nous ne devrions pas oublier de voter sur cette délibération qu'a présentée Bernard Juncker. Y a-t-il des abstentions ? Ce n'est pas le cas. Vote contre, j'ai compris que non. Vote pour, unanime. Merci mes chers collègues.
Voilà, puisque nous ne pourrons pas fêter la victoire de l'équipe de France en finale de l'Euro, on va au moins fêter le 14 juillet demain soir. Il y en a au moins une ici qui est très heureuse, qui n'a pas perdu son cœur au Portugal, c'est Nathalie Soares, et on pourrait peut-être applaudir le Portugal de sa victoire quand même. Voilà. Voilà, mes chers collègues, rendez-vous demain soir pour la fête française, du 14 juillet. Questions diverses au préalable, mais juste une information pour vous dire que nous nous retrouverons dans cette configuration le 11 octobre, en conseil municipal, donc le mardi 11 octobre. Monsieur Alvarez, je vous en prie. Oui, dans le cadre des questions diverses, j'aimerais avoir la position, enfin votre opinion, comme nous l'avions préparé lors de la conférence vendredi avec les membres de l'opposition, sur la généralisation du compteur Linky. Alors c'est une généralisation qui est inscrite dans la loi de transition énergétique du 17 août 2015. C'est une transcription d'une directive de Bruxelles. C'est une décision politique qui s'impose à tous, usagers et élus, sans concertation. Alors, ce déploiement au coût exorbitant, je le rappelais, de 5 milliards d'euros quand même, se réalise au détriment d'investissements, de développement et d'entretien. Alors, un grand nombre de problèmes se posent. Le compteur Linky est intrusif, il permettra des coupures à distance de certains appareils. Le respect de la confidentialité des données personnelles n'est pas garanti. Et si les normes sanitaires semblent respectées, les sources de rayonnement envoyées aux gestionnaires de concentration de téléphonie mobile qui vont fleurir sur l'ensemble du territoire posent question. Alors, le compteur sera facturé aux usagers. Nous avons mené une étude et je vais donner les caractéristiques de cette étude, enfin du moins l'association qui l'a menée, c'est l'association de consommateurs Indecosa CGT. Je donne l'adresse 44 cours Aristide Briand, c'est à la Bourse du Travail. Parmi les questions qui revenaient le plus dans les interrogations donc, des citoyens, c'est qui accompagne l'usager dans ce déploiement du compteur Linky. Est-ce qu'on peut s'opposer à ce changement de compteur à son domicile? Est-ce qu'on peut conserver le tarif réglementé des ventes avec Linky? Et quid de la protection des données personnelles? C'est un peu le cas. J'aimerais que dans ce cadre-là, la mairie, puisque la mairie et la métropole est propriétaire de ces compteurs, donne son point de vue et peut-être dans le prochain bulletin donne une information précise à nos concitoyens sur la généralisation de ce compteur sur l'ensemble du territoire bouscaté. Oui, merci, c'est une excellente remarque et je crois que votre dernière proposition me paraît dans le bon sens. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que nous fassions une communication précise, transparente, en expliquant les tenants et les aboutissants de cette décision-là, qui est une obligation pour tous. Il ne faut pas se faire d'illusions. Certains conseils municipaux se sont autorisés à voter contre cette proposition, ont été bien sûr retoqués systématiquement, donc je ne veux pas vous proposer ça. Moi, je pense que le coût est important. Vous avez raison, 5 milliards, c'est colossal. Mais la transition énergétique a un coût. C'est évident, elle a un coût important, très important, mais c'est pour l'avenir. Les milliards d'euros investis aujourd'hui, j'espère qu'ils seront profitables aux générations qui nous suivent. Ça, je l'espère vraiment. Les deux critiques que l'on oppose couramment à cette pratique-là, enfin cette proposition-là, c'est la première, c'est le danger sanitaire, médical qui est mis en avant par les champs électromagnétiques que ces appareils diffusent. Alors je vous rassure tout de suite, et là c'est le médecin qui va vous le dire, il n'y a pas de danger, vraiment pas. On baigne dans une atmosphère électromagnétique du matin au soir avec nos téléphones portables dans la poche devant nous, tous les ustensiles d'une maison qui est connectée de plus en plus. Là, on n'apporte rien de plus. C'est vraiment très, très peu important. Et même quand il y a l'impact, l'induction de ces appareils, ça ne crée pas de champ de manière très importante. Donc là, je crois que vraiment, sur le plan sanitaire, il faut arrêter de faire peur aux populations. C'est stupide. C'est stupide. Des études très poussées, très sérieuses ont été faites. On s'est amusé, parce que c'était un jeu à ce moment-là, quand on a commencé à mettre des relais, des antennes relais sur les immeubles. Près d'écoles ou d'hôpitaux, on a pris le pari de mettre ces appareils en route. On a fait des enquêtes ensuite, les personnes se sont vues se plaindre, certaines, des enfants qui dormaient mal, des personnes qui avaient mal, des maux de tête, des ceci et cela. Et aux surprises, on s'est aperçu que les appareils n'étaient pas branchés. C'est vous dire l'impact placebo colossal dans ces choses-là.
Donc voilà, et ce n'est pas une étude qui a été faite comme ça pour rire au hasard. Elles ont été renouvelées, refaites dans d'autres pays, et à chaque fois c'est la même chose. On met une antenne en place, elle déclenche des effets comme par bien entendu, sauf qu'ensuite on annonce que ça n'était pas allumé, qu'elle n'était pas branchée. Donc je crois que la support sanitaire, il faut arrêter de faire peur. L'autre remarque, je la comprends tout à fait, qui est un peu l'intrusion chez chacun avec ce système-là. Certes, je crois qu'il faut qu'on se prémunisse avec des garanties très, très solides. Et puis très sincèrement, est-ce que ça vous embête que l'on sache, que quelqu'un sache que vous dépensez de l'énergie à tel moment plutôt qu'à tel autre? On en déduit ce qu'on veut en déduire. Moi, ça ne me gêne pas beaucoup, j'ai rien à cacher, ça ne me gêne pas beaucoup. Mais je peux comprendre. Moi, ce que je proposerais peut-être, si beaucoup de maires de la métropole vont dans ce sens, c'est que nous pourrions peut-être nous mettre d'accord sur une motion de mise en garde vis-à-vis de certaines choses qui pourraient être intrusives, qui pourraient être trop intrusives, éventuellement. Moi, je suis prêt à aller jusque-là, mais je retiens votre proposition d'information dans notre Bouscamag et peut-être d'une motion qu'on pourrait mettre sur pied avec tous nos collègues au moins au niveau de la métropole. Ça ne me gêne pas. Voilà, mes chers collègues. Avez-vous d'autres remarques? Eh bien, nous nous retrouvons donc demain soir pour le 14 juillet. Merci, bonne soirée.